À travers les plusieurs siècles d'histoire du Gotei 13, il a existé de nombreux Shinigami qui se sont distingués par leur prouesse au combat, par leur leadership, leur intelligence et bien d'autres choses encore. Mais il existe un titre particulier, octroyé à seulement 11 épéistes à travers les milliers d'années d'existence des 13 divisions, le titre de Kenpachi. Revenant au bretteur le plus fort de sa génération, il est souvent associé à des Shinigami qui adorent le combat plus que tout et qui commettent des carnages dans les rangs ennemis. Mais c'est un titre qui encore aujourd'hui reste enrobé de mystère, car la plupart des Kenpachi sont encore inconnus à l'heure actuelle. Et dans cette vidéo, on va parler un peu de ce qu'on sait sur tout ça, en évoquant d'abord les différents Shinigami qui ont porté ce titre à travers l'histoire, pour ensuite parler de l'éveil de Zaraki Kenpachi, qu'on peut considérer comme le plus fort d'entre tous. Et comme d'hab, avant de commencer, je vous remercie pour votre soutien qui est vital pour la passion de Bleach. Mais aujourd'hui, il y a autre chose avant de débuter, puisqu'on a un petit partenariat qui, j'en suis sûr, va vous faire plaisir. J'imagine que vous êtes nombreux à connaître le site JD World, qui propose à la vente tout plein d'items animés manga exclusifs importés du Japon. Il y a de tout, que ce soit de l'artbook, des figurines et même de la bouffe, et pas d'embrouille pour recevoir les colis puisqu'ils proposent un service de livraison rapide en 3-4 jours. Et si vous voulez voir un avant-goût, ils m'ont par exemple fait parvenir ce magnifique artbook BBS, ou encore cet exemplaire exceptionnel du Jump numéro 51, qui contient bien sûr le poster des 13 sanguinaires dessiné par Tite Kubo. Un must-have pour les fans, ça je vous le dis. Du coup, si vous voulez vous faire plaisir à Noël avec du Bleach et des articles introuvables en France, vous avez juste à cliquer sur le lien en description et vous vous retrouverez directement sur leur site. Et est-ce que ce serait pas ça, quelque part, la vraie magie de Noël? Se faire plaisir tout en soutenant la passion de Bleach. On remercie donc le site JD World pour ce partenariat, et maintenant que c'est fait, lançons-nous dans le sujet du jour, l'histoire des Kenpachi. Le nom de Kenpachi est composé de deux kanji distincts. Le kanji Ken signifie épée et le kanji Hachi signifie 8. Ça donne donc Kenpachi, ce qui veut dire en gros 8 épées. Vu comme ça a pas l'air d'avoir beaucoup de sens, mais pour moi ça fait sûrement référence au fait de maîtriser plusieurs styles de combat au sabre. C'est d'ailleurs cohérent si on prend en compte le surnom d'Unohana, qui à l'époque des 13 sanguinaires se faisait appeler Yachiru. Ce nom signifie 8000 styles et symbolise le fait qu'elle était la plus forte des épéistes. Parce que oui, maintenant vous le savez tous, la toute première Shinigami à l'origine du titre de Kenpachi n'était autre que Retsu Unohana, qui dans le passé a été la première capitaine de la 11e division. Elle était alors une guerrière assoiffée de sang au passé criminel, et dont la seule motivation était de combattre. Pour resituer, là on parle de l'époque de la création du Gotei 13, c'est-à-dire un peu plus de 1000 ans avant le début du manga. Et un peu après, le premier combat du Gotei face au Sternritter qu'on a pu voir vite fait dans l'anime récemment, c'est en affrontant Zaraki enfant au détour d'une mission qu'elle s'est rendue compte de sa faiblesse entre guillemets, car le gamin était visiblement déjà plus fort qu'elle. Mais on reparlera de ça après, pour le moment l'important c'est qu'elle a en quelque sorte renoncé à son titre et au combat après ces événements. Et un nouveau Kenpachi a donc vu le jour. Sauf qu'à partir de là, on va devoir faire un gros fast-forward, puisqu'on connaît absolument pas les Kenpachi du numéro 2 au numéro 6. Alors moi perso je m'en fous, ça sert à que dalle de nous présenter chaque Kenpachi ayant existé, et c'est bien aussi de garder du mystère. Mais le truc que j'aimerais bien savoir c'est comment a été désigné le deuxième. Parce que quoi qu'il arrive, la tradition veut que ce soit un Kenpachi qui soit le capitaine de la 11e division. Enfin bon, là-dessus j'ai bien une petite idée, mais ça aussi on y reviendra. Du coup on avance de plusieurs siècles pour se retrouver avec le 7e Kenpachi, Kuruyashiki, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. C'était un combattant surpuissant et charismatique, mais aussi un leader adoré par les soldats de la 11e division. Un des trucs les plus notables sur lui, en plus de sa personnalité cool et avenante qui contraste avec les autres Kenpachi, c'est qu'il possède l'un des rares Bankai interdits d'utilisation au Seireitei, Gagaku Kairo. Cette libération ultime portant le même nom que son Zanpakuto fait apparaître d'énormes mâchoires qui dévorent tout sur leur passage, alliés comme ennemis, d'où l'interdiction d'utilisation. Il est aussi connu pour être un tueur de Vastolord et un combattant très puissant, qui a même été convié à rejoindre la division 0. Cependant, environ 250 ans avant la défaite d'Aizen contre Ichigo, cet homme sera vaincu dans les règles par celui qui deviendra son successeur, le 8e Kenpachi Soya Asashiro. En effet, le moyen le plus rapide pour devenir le Kenpachi est de vaincre le possesseur actuel du titre lors d'un combat à mort, devant au moins 200 soldats de la 11e division. C'est ce qu'a fait Soya Asashiro, un Shinigami à l'apparence frêle et issu de la petite noblesse. En tuant Kuruyashiki, il s'est octroyé le titre de Kenpachi, devenant ainsi le 8e capitaine de la 11e division. Et je sais que vous êtes beaucoup à me demander une vidéo sur lui, ça viendra quand je parlerai plus en détail des romans Spirits Are Forever With You, mais si vous le connaissez pas, sachez que lui aussi il a un Zanpakuto vraiment craqué, qui lui a permis de battre Kuruyashiki en un seul coup. Pour vous expliquer grossièrement, son sabre est considéré comme étant perpétuellement en Bankai. Portant le nom d'Urozakuro, ses capacités lui permettent de fusionner avec plus ou moins n'importe quoi. Et avec ça, il peut en quelque sorte s'immiscer dans le corps de ses adversaires pour les buter instant, ou alors fusionner avec tous les éléments du Seireitei et espionner absolument tout ce qui se passe. Ouais, ça paraît complètement abusé, mais il a une faiblesse majeure. Il se fait fumer par n'importe quelle personne ayant des pouvoirs d'absorption, genre les Quincy ou encore le Zanpakuto de Yumichika. En tout cas, ce Shinigami est un peu spécial et fait vite fait penser à Aizen sur certains aspects.
En gros, s'il a décidé de devenir capitaine, c'était pour mettre en œuvre un plan consistant à éradiquer complètement les holos. Et pour ça, il voulait en quelque sorte lobotomiser tous les humains, dans le but de réprimer leurs pensées négatives et ainsi empêcher la naissance des holos. Vous aurez compris que c'est le genre de perso aux idées un peu radicales, qui au fond veut faire le bien mais dont les méthodes sont bien trop brutales. Il voulait même convaincre les autres capitaines de l'aider, mais en voyant qu'ils n'étaient pas d'accord avec son plan, il a choisi de s'en occuper seul. C'est finalement l'arrivée de la Division 0 qui l'a contraint à s'arrêter, car il réalise alors que même la volonté du roi des esprits est contre ses idées. Il va donc se rendre et ses crimes lui vaudront d'être emprisonné dans le Muken. Évidemment, c'est loin d'être l'histoire complète de ce personnage qui ressurgira des années plus tard pour foutre la merde, mais c'est pas le sujet de la vidéo et promis on en reparlera en temps voulu. Mais pour l'heure, passons au Kenpachi numéro 9, sur lequel on sait presque rien. En effet, le 8ème ayant été emprisonné, il a fallu un remplaçant et c'est le vice-capitaine de la 11ème de l'époque qui a endossé le rôle. Du coup, ça s'est peut-être passé de la même manière pour Unohana, dont le titre de Kenpachi original aurait pu être transmis au premier lieutenant de la 11ème division. Enfin bon, c'est pas très important, par contre le pauvre successeur d'Asashiro, il a pas eu de chance. On sait pas vraiment quel niveau il avait, mais il était sûrement pas aussi chaud que les autres, et il a été tué par Kiganjo, qui deviendra le 10ème Kenpachi. Kiganjo est le 2ème Kenpachi dont on entend parler dans le manga. Décrit comme étant une grosse brute fainéante et pas très appréciée par ses pairs, il perdra son titre en étant tué par le légendaire Zaraki, qui plusieurs siècles après son combat avec Unohana s'octroie le titre de 11ème Kenpachi. Et évidemment, lui, j'ai pas besoin de le présenter. Mais ce qu'on savait pas à l'époque, c'est qu'il imitait inconsciemment sa force. Au moment où il a pris les rênes de la 11ème avec Yachiru comme vice-capitaine, il était très loin de son niveau réel. Toutes ces fois où on l'a vu combattre contre Ichigo, contre Noitra, contre Ikaku ou même contre Kiganjo, à aucun moment il employait sa vraie puissance, qu'il a inconsciemment scellée au fond de lui. Et ouais, certains l'ont appris il y a peu avec l'animé, mais en combattant Unohana quand il était gosse et en prenant le dessus sur elle, il s'est mis à sceller sa puissance dans le seul but de continuer à apprécier le combat. C'était en fait la première fois qu'il était en face d'un adversaire de son niveau. Du coup, inconsciemment, il voulait pas la tuer et en abaissant son niveau, il a fini par perdre le combat. Et c'est ça qu'Unohana considère comme son péché, car à cause de sa propre faiblesse, elle a en quelque sorte forcé Zaraki à se brider, et l'a donc empêché de développer son vrai potentiel de combat. De son point de vue, il est donc de son devoir de donner sa vie pour permettre à Zaraki de déverrouiller toute sa puissance, ce qu'elle fera au début de l'arc final. En effet, elle seule a pu remarquer qu'à chaque fois qu'il frôlait la mort, il regagnait sa puissance d'antan. Sa stratégie est donc de l'affronter et de le blesser mortellement sans relâche, tout en le soignant instantanément pour qu'il finisse par prendre le dessus sur elle au fil du combat. Et pour ceux qui se demandent pourquoi elle a pas fait ça avant, c'est simple, la chambre des 46 n'était pas d'accord. Si Zaraki venait à gagner trop de puissance et qu'il se rebellait, ce serait un giga bordel. Mais l'arrivée de Kuraku au poste de capitaine commandant et l'attaque des Quincy du Vandenreich va changer la donne. Unohana a donc désormais l'autorisation d'affronter Zaraki et mettra son plan en œuvre comme prévu dans un combat marquant et lourd de sens, au cours duquel elle transmet à son successeur la véritable essence du titre de Kenpachi, avec la plaisante conviction d'avoir accompli son devoir. Et pour revenir un peu sur l'adaptation de ce combat en animé, je trouve que c'était plutôt bon, même si je m'attendais à quelque chose d'un peu plus marquant. Le combat est selon moi un peu plombé par le rythme des épisodes 9 et 10, où j'avais un peu l'impression de voir des bouts d'épisodes différents collés entre eux. Jusque-là, j'avais pas grand-chose à redire au niveau du rythme et des transitions, étant donné que le manga va aussi très vite. Mais pour le coup, je pense qu'un épisode entier dédié à ce combat aurait été plus efficace. Pareil, les rajouts en termes de chorégraphie de combat étaient appréciables, mais je m'attendais à un peu plus de mise en scène et d'émotion pour le final et la mort d'Unohana. Et pour parler un peu de son Bankai, au niveau visuel, c'était super, ça a rien à dire. Mais ce qu'on attendait tous, c'était des explications potentielles sur la capacité de ce Bankai, qui dans le manga n'était pas complètement clair. On pouvait se demander si l'apparence des combattants en squelette était due à cette sorte d'acide sécrété par le Bankai, ou si c'était là pour accentuer l'aspect monstrueux et démoniaque de ce combat entre deux tueurs. Mais même s'il n'y a pas plus d'explications dans l'animé, on voit clairement que le Bankai de Minazuki crée une sorte d'enfer de sang acide, qui ronge la chair au moindre contact. Acide qu'elle peut manipuler en mode build full saignement dans Elden Ring, et elle peut même faire des sortes de Getsuga Tensho ensanglantés. Un pouvoir parfaitement cohérent avec le personnage d'Unohana, dont le Zanpakuto garde la même prononciation en Shikai et en Bankai. Dans sa libération basique, Minazuki s'écrit avec 3 kanji et en français on pourrait traduire ça par régénérateur de chair. Vous le savez, grâce à l'acide présent au sein de la créature invoquée par le Zanpakuto, Unohana peut soigner de nombreuses personnes à la fois. Par contre, pour le Bankai, Minazuki s'écrit cette fois avec 2 kanji qui n'ont rien à voir avec ceux du Shikai, puisque cette fois on pourrait les traduire par la fin de toute chose. Et comme on le disait, cette sorte d'acide qui émane du Zanpakuto et qui ronge la chair représente bien ça. C'est l'exact opposé de sa libération basique, et on peut considérer que ce Bankai symbolise la Unohana guerrière et amoureuse des combats, là où son Shikai représenterait lui la Unohana capitaine de la 4ème division, plus douce et qui a renoncé à se battre. Du coup ouais, il se retrouve bel et bien en squelette, mais moi ça m'a toujours paru abusé. Genre elle peut reconstruire sa propre chair et celle de Kenny tout en combattant, c'est quand même craqué.
Mais en tout cas, après avoir triomphé dans cet affrontement, et en tuant la première personne qui lui a fait ressentir les vraies joies du combat, Zaraki s'impose comme le véritable successeur du Kenpachi originel, qui a choisi à travers sa lame d'éduquer son héritier pour lui permettre d'éveiller son pouvoir réel. Après la mort d'Unohana, il sera enfin capable d'entendre la voix de son Zanpakuto et deviendra un vrai monstre de puissance, un démon guerrier qui est parmi les meilleurs combattants de Bleach. Et pour ceux qui n'ont pas lu le manga, je vais rien dire, mais vous inquiétez pas, le Kenpachi aura l'occasion de se faire plaisir. Mais quoi qu'on en dise, ce combat entre Unohana et Zaraki est un grand moment de l'arc final. Et même si pour moi c'est pas le meilleur et qu'on peut chipoter sur pas mal de trucs, il permet quand même de justifier l'évolution de la puissance de Zaraki, en plus de nous révéler la vraie identité et la vraie puissance de Retsu Unohana, ou comme on l'appelait à l'époque des 13 sanguinaires, Yachiru Unohana, la première Kenpachi et capitaine originelle de la 11e division. Et c'est tout ce que j'ai en stock pour aujourd'hui les gars. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui visait à rendre un petit hommage au titre de Kenpachi, dont les différents porteurs connus ont tous marqué l'histoire de Soul Society à leur façon. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je compte sur la puissance de vos bankai pour dégommer le bouton like. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.